Journal qui vous est présenté par Daniel Haïk. Daniel Bokertov, nous commençons ce journal par les dernières déclarations du président Trump dans le dossier iranien. Oui, effectivement, Greg, dans une interview qu'il a donnée au cours des dernières heures à la chaîne Fox News, le président américain s'est montré optimiste mais déterminé quant à l'issue des pourparlers entre les États-Unis, l'Iran et le sultanat d'Oman. Les négociations avec l'Iran progressent bien, a-t-il dit. Nous avons encore beaucoup de temps, a précisé le président en soulignant que pour lui, les élections du mi-terme n'étaient pas un problème. À propos du détroit d'Ormuz, le président a dit « Ce détroit sera rouvert prochainement, soit par accord, soit par la force ». Trump a rejeté les affirmations des Iraniens selon lesquelles il n'y aurait pas de négociation. Il n'arrête pas de mentir, a-t-il déclaré. Mais il a tout de même précisé que si les négociations devaient échouer, eh bien alors les Américains frapperont massivement l'Iran. Ces déclarations relativement optimistes rajoutent à celles du secrétaire d'État américain Marco Rubio qui a parlé hier d'un accord prochain et d'autres personnalités américaines qui croient savoir que l'accord avec l'Iran sera conclu dès aujourd'hui. Le Conseil de la paix pour la bande de Gaza a l'intention de faire une proposition inattendue aux terroristes du Hamas. Oui, le Conseil aurait l'intention de proposer des paiements conséquents de plusieurs milliers de dollars aux terroristes du Hamas qui accepteront de déposer leurs armes légères et qui promettront sous serment de cesser toute activité terroriste. Cette initiative fait partie des changements à apporter dans le cadre de la mise en application de la seconde phase du plan en train pour Gaza, une seconde phase qui prévoit le désarmement total, on le sait, du Hamas. Dans ce contexte, Benyamin Netanyahou a réagi hier pour la première fois à l'accord qui semble se profiler sur l'avenir de la bande de Gaza. Le Premier ministre a souligné qu'Israël n'avait pas accepté les termes de cet accord. Nous n'avons pas l'intention de nous replier sur des lignes sur lesquelles Tsahal est déployé actuellement tant que le Hamas n'aura pas été totalement désarmé, a dit M. Netanyahou. Je pense que nous agissons ainsi dans le bon sens et avec détermination, a encore dit le Premier ministre. Le dossier libanais maintenant, les négociations entre Israël et le Liban ont repris hier. Elles vont se poursuivre aujourd'hui à Rome. Oui, effectivement, selon la chaîne libanaise LBCI, il y a eu 2 réunions différentes. La première visait à délimiter la frontière terrestre entre les deux pays et la seconde a été consacrée à la mise en application du plan pilote dans le cadre duquel Tsahal a évacué, vous le savez, 2 villages au sud Liban et l'armée israélienne a été remplacée par des éléments de l'armée libanaise. Ceci étant, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a accusé le Hezbollah d'avoir entraîné le Liban dans une guerre futile. Salam répondait ainsi à des responsables politiques du Hezbollah qui avaient affirmé que les pourparlers avec Israël n'apportaient, je cite, que la honte au Liban. Le Premier ministre libanais a affirmé que cette attitude du mouvement chiite avait servi de prétexte à Israël pour violer la souveraineté du Liban. En Israël, Daniel, on suit de près les derniers développements en Syrie où l'armée a augmenté l'état d'alerte et a mobilisé des forces militaires. Oui, c'est la chaîne Al Arabiya saoudienne qui a annoncé cette augmentation de l'état d'alerte en Syrie. On ne connaît pas exactement la raison officielle de ce changement, mais en Israël, on reste prudent et vigilant et l'on affirme qu'il s'agit de motifs liés à la situation le long de la frontière nord de la Syrie, la frontière avec l'Irak. Cela n'est aucunement lié à Israël, dit-on au sein de Tsahal, et donc il n'y a pas de risque actuellement de friction entre l'armée israélienne et l'armée syrienne. La situation en Judée-Samarie demeure très tendue et Tsahal poursuit ses attaques contre des cibles terroristes. Oui, Tsahal a détruit une dizaine d'usines de fabrication d'armes et d'engins explosifs. Cela s'est passé à Kabatieh, dans la Samarie. L'opération a été menée conjointement par des soldats de la brigade des parachutistes et par des experts de l'unité d'élite du génie militaire, l'unité Yahalom. La Cour suprême américaine a condamné l'OLP à verser plus de 650 millions de dollars aux victimes américano-israéliennes du terrorisme. Oui, il s'agit là de l'aboutissement d'une procédure déclenchée devant la justice américaine par des victimes israéliennes du terrorisme palestinien qui disposent de la nationalité américaine. La procédure a été initiée au début des années 2000 à la suite d'attentats meurtriers de la seconde intifada, en particulier de l'attentat contre la pizzeria Sbarro en 2001 au centre de Jérusalem. Pendant de longues années, l'OLP et l'autorité palestinienne ont cherché à empêcher l'application de la décision des diverses instances juridiques américaines, mais la Cour suprême a donc confirmé la condamnation de l'OLP à verser 656 millions de dollars aux plaignants israélo-américains.
Enfin, Daniel, un soldat israélien de la brigade orthodoxe des Asmoméens a été grièvement blessé par balle hier dans sa base militaire. Oui, selon les premiers éléments de l'enquête, le soldat qui appartient donc à cette brigade de fantassins des Hashmonaïm, des Asmonéens, a été tué alors que ses camarades et peut-être également lui-même manipulaient illégalement une arme en violation donc des règles de sécurité instaurées dans l'armée. Cet incident tragique s'est produit dans une base militaire dans la vallée du Jourdain. Il est intervenu alors qu'à Jérusalem, des manifestants ultra-orthodoxes protestaient contre la tenue d'un rassemblement justement destiné aux jeunes orthodoxes qui, eux, envisagent de s'enrôler. La police a dû intervenir pour disperser les manifestants. Merci beaucoup, Daniel. On vous retrouve à 7h30 sur Radio J. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et sur le littoral, 35 à Beersheva et 42 degrés à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Guy Millière. Guy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On ne vous présente plus. Vous êtes bien entendu écrivain et on va dire un soutien inconditionnel de l'État d'Israël, écrivain conservateur, et vous habitez aujourd'hui à Las Vegas depuis plusieurs années. Avec vous, je voudrais essayer de mieux comprendre comment vous percevez, on va dire, les multiples volte-face de Donald Trump qui surprennent ici assez massivement, on peut le dire, au sein de la population israélienne, qui il y a encore quelques mois était très enthousiaste en faveur du président américain, qui aujourd'hui, on va dire, est beaucoup plus sceptique. Est-ce que ce scepticisme se reflète également dans votre position aujourd'hui par rapport à Donald Trump ? Oui, tout à fait. Je suis extrêmement déçu par ce que fait Donald Trump en ce moment. Je dirais qu'il y a une énorme différence entre Trump 1 et Trump 2. Trump 1 avait débouché sur les accords d'Abraham. Trump 2 débouche sur des choses qui ressemblent à une forme de capitulation vis-à-vis de l'Iran. Et l'attitude de Trump par rapport au Hamas est aussi une attitude que je trouve extrêmement douteuse. Je dirais qu'il y avait des signes avant-coureurs de tout cela. Je dirais que lorsque la guerre contre le Hamas s'est achevée, certes, Trump a obtenu la libération des derniers otages encore prisonniers, mais il a d'une certaine manière donné un accord au Hamas et a préservé l'existence du Hamas. Israël aurait pu finir le travail et détruire le Hamas. Le Hamas ne mérite pas de survivre. Pas un seul élément du Hamas ne mérite de survivre, et ceux qui ont été impliqués dans les atrocités abominables du 7 octobre sont éliminés petit à petit par Israël. Ils devraient être éliminés jusqu'au dernier. Mais l'accord qui a été passé avec le Hamas et tout ce qui tourne autour de cela est absolument honteux. Trump a osé parler d'un accord de désarmement du Hamas. Le Hamas ne veut en aucun cas désarmer. Le Hamas a décidé d'accepter de remettre ses armes lourdes à un espèce de comité palestinien qui comprend des gens du Hamas, qui comprend des gens de l'autorité palestinienne et qui comprend même des gens du djihad islamique. Donc c'est une hypocrisie sans nom, c'est absolument inimaginable. Et Trump a osé dire qu'Israël devrait accepter cet accord. C'est un accord inacceptable pour Israël, et je dirais que tout ce qui se passe actuellement autour de Gaza est inacceptable pour Israël. Oui. Le Hamas devrait être détruit. Sans reste, c'est une organisation absolument abominable. C'est une organisation aussi abominable que l'État islamique qui, lui, a été détruit. Et donc, cet accord n'a aucun sens. Oui. Et je dirais que ce n'est pas quelque chose qui apporte la paix dans la bande de Gaza. Alors, d'une certaine manière, vous êtes d'accord avec Binyamin Netanyahou, qui a réagi pour la première fois en critiquant, on va dire, cet accord, qui n'est pas encore, on va dire, tout à fait bouclé, mais on va dire que dans l'ère Trump, on s'est habitué à des accords qui ne sont pas de véritables accords. Ça, c'est pour le dossier de Gaza, mais dirons-nous, ce qui préoccupe de plus en plus les Israéliens, c'est pas tant Gaza, bien entendu, ça inquiète aussi, mais c'est surtout le dossier iranien et les volte-face de Donald Trump concernant l'Iran, cette capacité à dire « je vais attaquer massivement, attention, nous allons vous détruire, nous allons vous couper la tête ».
Et puis le lendemain dire bah non, les Iraniens nous ont demandé de ne pas attaquer, on n'a pas attaqué. Et ça déroute assez les Israéliens, au-delà du fait que cela pose de véritables problèmes, on va dire, opérationnels à l'armée israélienne qui se met en état d'alerte dans ce genre de situation et qui après est obligé de modifier cet état d'alerte. Comment on explique aux États-Unis, dans votre environnement, dans le cadre, on va dire dans le milieu conservateur, cette attitude de Donald Trump? Est-ce que on est en train de se dire, comme il y a des rumeurs qui circulent, on va dire, au Pentagone, que le président américain n'est peut-être pas apte à être tout simplement le président des États-Unis? C'est pas tellement une question d'aptitude. Je dirais que Trump veut absolument tenter de faire des deals et il veut en faire avec des gens avec qui c'est totalement impossible. Imaginez qu'on peut passer un accord de quelque ordre que ce soit avec les dirigeants iraniens est absolument aberrant, inepte, et je dirais quasiment stupide. Je dirais qu'il suffirait que Donald Trump contacte des gens qui connaissent le chiisme duodécimain qui imprègne le gouvernement iranien pour qu'ils comprennent qu'il ne pourra jamais avoir le moindre deal avec l'Iran. Et je dirais que la façon dont la guerre a été menée me paraît absolument inepte. Je dirais que des munitions ont été gâchées. Quand on veut mener une guerre, on doit la mener pour la gagner et pas pour obtenir un quelconque deal avec des fanatiques totalitaires. La guerre a été arrêtée le 8 avril. Il y a eu un peu plus d'un mois de guerre. Et depuis, c'est n'importe quoi. Je dirais que Trump a effectivement dit 10 fois, peut-être 20 fois, qu'il allait attaquer, qu'il allait détruire le régime pour renoncer dans les heures qui suivaient. Et donc plus personne ne le croit et il y a une atteinte très grave à la crédibilité de la présidence américaine en ce moment. Et si jamais Trump capitule concernant le détroit d'Ormuz, ça va être une atteinte très très grave à la crédibilité mondiale des États-Unis. C'est quelque chose qui est absolument inimaginable et actuellement, ce qui est en train d'être négocié, c'est quelque chose qui ressemble à une capitulation concernant le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire que les États-Unis sont sur la voie d'accepter que le régime iranien contrôle le détroit d'Ormuz. Et il n'y a pas que cela. Je dirais que si l'on regarde un site extrêmement dangereux comme la montagne de la Pioche, je dirais que c'est un site qui ne peut pas être détruit parce qu'il est sous de la roche, sur 100 mètres, sous 100 mètres de roche, mais il est possible au moins d'obturer ce site. Et pour le moment, je ne vois rien venir qui permettrait d'obturer ce site. Et il y a de quoi inquiéter Israël. Il y a de quoi effectivement inquiéter Israël, mais vous avez une explication au fait que, par exemple, là aujourd'hui, ça semble être confirmé, même ces dernières heures, eh bien, il y a une pénurie de missiles intercepteurs américains, de missiles Patriot, de missiles THAAD, qui a empêché, on va dire, le président américain de se lancer dans une nouvelle opération contre les Iraniens, peut-être parce que, on va dire, les Saoudiens, eh bien, craignaient une riposte iranienne et craignaient de ne pas pouvoir être protégés justement par ces missiles. On croit rêver, c'est-à-dire que d'un côté, l'Iran, qui était censé être totalement affaibli après 40 jours de pilonnage, eh bien, donne le ton et ce sont les Américains qui se trouvent dans une situation de pénurie de missiles? C'est tout à fait possible, mais je dirais que dans ce cas-là, cela signifie que des missiles, des armes ont été gaspillés pendant les 5 semaines, un peu plus de 5 semaines qu'a duré la guerre. Je dirais qu'à la place de mener une guerre pour la gagner, Trump a mené une guerre en espérant pouvoir passer un deal avec le régime. Il n'a pas envisagé un seul instant, apparemment, et d'ailleurs il l'a dit plusieurs fois, le changement de régime. Il a envisagé un accord avec le régime d'une manière ou d'une autre, tout au moins un changement dans le régime. Mais remplacer le changement de régime par un changement dans le régime, c'est à mes yeux se moquer du monde. Et je dirais que Trump a une popularité qui est en train de chuter en ce moment aux États-Unis parce que les Américains qui ont confiance en Trump attendaient une guerre décisive et relativement rapide. Cela n'a pas été une guerre décisive et c'est une guerre qui est en train de s'enliser en direction d'une forme de capitulation. Avoir accepté de signer un moment
le Memorandum of Understanding, c'était d'une stupidité sans nom. Ce texte était un texte humiliant pour les États-Unis. Et J.D. Vance s'est humilié devant les Iraniens. C'est insensé que le représentant de la première puissance du monde se conduise de cette façon. Et je dirais que beaucoup de conservateurs américains sont déçus. Ceux qui parlent sur les télévisions américaines ne le disent pas explicitement parce qu'ils veulent essayer de limiter les dégâts et ils veulent éviter que les démocrates remportent une victoire au mois de novembre prochain. Et d'une certaine manière, je les comprends, parce que les démocrates sont devenus un parti islamo-gauchiste. Oui. Lorsque Donald Trump, Guy, lorsque Donald Trump dit, comme il l'a dit il y a quelques heures à Fox News, c'est les élections de midterm, c'est pas véritablement important et c'est pas un des paramètres qui qui l'ont conduit à prendre cette décision de suspendre une attaque. Vous le croyez? Je pense qu'effectivement, c'est peut-être pas ça qu'il a décidé, mais je dirais que ce qu'il aurait dû décider depuis longtemps, c'est d'en finir avec le régime iranien. Et je dirais que si on connaît l'armée américaine, je connais des gens qui sont assez haut placés dans l'armée américaine demandait 2 semaines de plus de frappes, et des frappes décisives pour en finir avec le régime. Trump a arrêté le 8 avril les combats sans accorder à l'armée les 2 semaines supplémentaires, et c'est embarqué dans des négociations qui n'ont aucun sens et qui n'avaient aucune chance de déboucher. Et je dirais que beaucoup de munitions ont été gaspillées. Trump n'a pas voulu toucher un certain nombre d'infrastructures, les ponts, les centrales électriques, les voies de chemin de fer, les installations pétrolières de l'Iran. Tout cela a été épargné. Et tout cela a été épargné pourquoi ? Pour arriver à quelque chose comme le Memorandum of Understanding et à ce que le détroit d'Ormuz se trouve bloqué et à ce qu'on capitule devant l'Iran pour le détroit d'Ormuz. Tout cela est insensé et beaucoup de conservateurs américains sont, comme moi, extrêmement déçus du comportement de Trump et ne comprennent pas pourquoi Trump se comporte ainsi. Alors, une dernière question, Guy. Dans le bras de fer qui se mène derrière Donald Trump, on va dire, entre Marco Rubio et J.D. Vance, quel est votre sentiment? Qui domine et qui a, par exemple, le plus de chances d'être le prochain candidat républicain aux élections présidentielles? Je dirais qu'à un moment, Marco Rubio était revenu à égalité dans les sondages avec J.D. Vance. Maintenant, J.D. Vance a repris de l'avance et à mes yeux, ce n'est pas de très loin le meilleur candidat puisque J.D. Vance est isolationniste. Il a tenu des propos très douteux vis-à-vis d'Israël et il a toujours des liens avec quelqu'un comme Tucker Carlson, qui est devenu un antisémite virulent, sans doute le pire antisémite qui soit en activité dans les médias américains aujourd'hui. Donc je préférerais comme beaucoup de conservateurs, Marco Rubio, qui lui est quelqu'un de clair, net et précis et est un véritable ami d'Israël. Donc j'espère que Marco Rubio finira par marquer des points, mais J.D. Vance ne me paraît pas annoncer de très bons jours. Et je dirais que le Parti démocrate, ça doit être dit, est une abomination aujourd'hui. C'est devenu un parti islamo-gauchiste. Il y a des islamistes au sein du parti, des islamistes liés aux frères musulmans. Oui, on l'a vu, il y a même apparemment eu des élections partielles dans un des États des États-Unis qui ont vu la victoire justement d'un de ces candidats, de ces soutiens, on va dire, à l'islamo-gauchisme. Le Michigan. Le Michigan, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Guy Millière, de nous avoir éclairé, de nous avoir donné votre avis sur le positionnement assez stupéfiant du président américain, surtout dans ce contexte ici, alors que l'État d'Israël est toujours menacé par l'Iran, par le Hezbollah, par le Hamas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Las Vegas et on vous attend à Jérusalem pour une conférence le moment venu. Oui, je serais très heureux de revenir en Israël. Et merci infiniment, Daniel. J'aime profondément Israël et le peuple d'Israël. Merci, vous n'aviez pas besoin de le dire, on le savait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy Milliard, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne nuit. Merci. La campagne pour les élections législatives israéliennes est officiellement lancée. Le 27 octobre prochain, les citoyens israéliens seront appelés aux urnes pour élire les 120 députés de la Knesset.
Mais derrière ce scrutin parlementaire se joue surtout une question centrale. Qui dirigera le prochain gouvernement israélien? À ce stade, les sondages ne permettent pas de déterminer clairement si l'un des deux grands blocs politiques parviendra à obtenir la majorité nécessaire de 61 sièges. Mais déjà, plusieurs scénarios commencent à émerger. Le scénario le plus évident oppose le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, à celui qui apparaît aujourd'hui comme son principal rival au sein du camp opposé, Gadi Eisenkot. L'ancien chef d'état-major de Tsahal, à la tête du parti Yachar, réalise des scores importants dans les enquêtes d'opinion et parfois il parvient même à dépasser le Likoud. Logiquement donc, beaucoup imaginent que la bataille pour le poste de Premier ministre se jouera entre ces deux hommes. Mais en politique israélienne, les surprises ne sont jamais à exclure. Et certains observateurs avancent depuis quelque temps une autre hypothèse, celle d'un gouvernement qui serait dirigé par Avigdor Lieberman. Cette possibilité rappelle évidemment le précédent de 2021, lorsque Naftali Bennett, qui était alors à la tête d'un parti de seulement 6 mandats, était finalement devenu Premier ministre grâce à un accord de rotation avec Yair Lapid. Une situation qui semblait improbable quelques semaines auparavant et qui aujourd'hui doit être prise en compte. Alors, Avigdor Lieberman pourrait-il connaître un destin similaire? Rappelons qu'Avigdor Lieberman est né en Moldavie en 1958 et qu'à l'âge de 20 ans, il est arrivé en Israël. Il a fondé en 1999 le parti Israël Beiteinu, qui s'adresse notamment à une partie de l'électorat russophone israélien. Avec une ligne nationaliste et sécuritaire dure, il devient rapidement une figure importante de la droite israélienne. Il a longtemps été l'allié de Benjamin Netanyahou et a occupé plusieurs postes ministériels dans ses gouvernements, notamment celui de ministre des Affaires étrangères ou même celui de ministre de la Défense. Et en 2018, il quitte le gouvernement. Il rompt son alliance de plusieurs années avec Netanyahou en raison de désaccords sur la politique menée à Gaza. Et depuis, il est devenu l'un des adversaires les plus déterminés du Premier ministre. Il a également participé au gouvernement de coalition de Naftali Bennett et de Yair Lapid, où il occupait le poste stratégique de ministre des Finances. Aujourd'hui, Avigdor Lieberman ne cache plus ses ambitions. Il affirme vouloir devenir le prochain Premier ministre d'Israël. Une ambition qui a provoqué quelques haussements d'épaules, mais pour certains, elle paraît réaliste. C'est le cas notamment de l'analyste politique Amit Segal. Il pense que ceux qui écartent trop rapidement cette possibilité commettent une erreur. Son argument est simple. Contrairement au camp de Netanyahou, l'opposition actuelle ne possède pas de véritable chef incontesté. Pourquoi Gadi Eisenkot, Yair Lapid, Naftali Bennett ou Yair Golan pourraient-ils imposer à Lieberman de se contenter une nouvelle fois d'un simple poste de ministre? Alors qu'en fait, chacun d'eux peut prétendre à être Premier ministre. Et la question qui se poserait donc au lendemain des élections, c'est de savoir qui pourrait rassembler une coalition, qui pourrait être Premier ministre, si aucun camp n'obtient de majorité claire, chacun pouvant faire valoir ses quelques mandats, pouvoir obtenir le poste suprême. Alors, Lieberman n'est pas exactement dans la même position que Naftali Bennett en 2021. À l'époque, Naftali Bennett appartenait de manière naturelle au camp du Premier ministre sortant Netanyahou et jouait un peu le rôle d'arbitre entre les deux blocs. Lieberman, lui, aujourd'hui, est vraiment identifié avec le camp adverse de Netanyahou. Ses attaques contre le Premier ministre, contre les partis orthodoxes, sont même parmi les plus virulentes que l'on entend aujourd'hui dans la classe politique israélienne. Mais Lieberman dispose d'un levier important. Il affirme ne pas vouloir revivre l'expérience du précédent gouvernement dans lequel il participait, qui reposait sur une coalition avec le parti arabe Ra'am de Mansour Abbas. Plusieurs de ses proches estiment qu'il refuserait de participer une nouvelle fois à une coalition construite sur cette base. Dans son cas, son calcul serait clair. Si le bloc de Netanyahou ne parvient pas à avoir la majorité, et que le bloc de l'opposition n'aurait une majorité qu'en s'appuyant sur le parti Ra'am, Lieberman pourrait très bien dire qu'il accepterait d'avaler la pilule Ra'am si on lui donnait les clés du gouvernement, la tête du gouvernement. Et c'est là que Avigdor Lieberman pourrait devenir le prochain chef du gouvernement israélien. Alors aujourd'hui, ce scénario reste une hypothèse, mais dans un système politique israélien où les équilibres peuvent basculer en quelques jours, il serait imprudent d'écarter complètement ce scénario. Car une nouvelle fois, l'élection pourrait moins désigner un vainqueur
Et nous allons débuter cette revue de la presse israélienne ce matin par le front gazaoui dont on reparle au cours des derniers jours. Et en manchette du Israël Hayom, une exclusivité, une recommandation de Tsahal à l'échelon politique. Il ne faut pas quitter la bande de Gaza. C'est une recommandation qui a été préparée en perspective d'une réunion importante qui doit se tenir aujourd'hui dans le bureau du chef d'état-major, le général Eyal Zamir. Au sein de l'échelon militaire, on explique en effet que le Hamas refuse de déposer toutes ses armes. Il n'est prêt à remettre une partie des armes uniquement à des éléments palestiniens et à condition que ces armes puissent être engrangées à l'intérieur de la bande de Gaza, des conditions qu'Israël ne peut accepter et donc qui conduisent l'armée israélienne à planifier le maintien de sa présence dans plus de 60% de la bande de Gaza. Qu'écrivent les éditorialistes du Israël Hayom face à ces derniers développements. Dani Zaken nous explique que le Hamas n'a pas vraiment l'intention de renoncer à ses armes en dépit des engagements qu'il aurait pris auprès des pays médiateurs. Sherrit Avidan Cohen écrit que toute concession israélienne fera le jeu du Hamas, un Hamas qui, selon les estimations israéliennes, n'a jamais renoncé à son projet de détruire l'État d'Israël. Quant à Shahar Kleinman, il écrit que si Israël ne réagit pas avec sagesse, le plan de la seconde phase de Donald Trump mis au point par les pays médiateurs risque de favoriser le maintien du Hamas au pouvoir dans la partie de la bande de Gaza qui est encore sous contrôle palestinien. Il souligne que la Turquie et le Qatar, deux des pays médiateurs, se coordonnent directement avec le mouvement terroriste palestinien et protègent ainsi ses intérêts. Il suggère donc à Israël, Shahar Kleinman, de reprendre deux initiatives. D'abord d'exiger l'arrestation des dirigeants du Hamas qui se sont paisiblement installés en Turquie et au Qatar. Et il propose également d'envisager de reprendre le plan d'émigration de la population gazaoui vers l'étranger, une idée qui avait été avancée même par le président Trump il y a de cela près de 2 ans. Restons dans le Israël Hayom qui se penche aussi ce matin sur le dossier iranien. Le journal nous annonce en exclusivité que l'Iran aurait renoncé au moins temporairement à prélever des droits de péage dans le détroit d'Ormuz, mais les Iraniens ne sont pas prêts à livrer à des puissances occidentales la carte des mines maritimes qui ont été posées au cours des derniers mois dans le détroit. Quant aux Américains, ils exigent des garanties de la part de toute la direction iranienne, y compris Khamenei, qu'ils ne continueront pas à promouvoir leur fameux programme nucléaire. Le général Tzvi Haïmovitch dans le Israël Hayom constate que c'est bel et bien les Iraniens qui donnent le ton alors que les Américains sont à la traîne. Il souligne que par 3 fois ces derniers mois, le même scénario s'est répété. Menaces américaines de Donald Trump de tout détruire et finalement décision du président de ne pas attaquer à la demande des Iraniens. Quant au lieutenant-colonel Or Horovitz, il estime toujours dans le Israël Hayom que les Américains doivent opter aujourd'hui pour une autre stratégie au Moyen-Orient face à l'Iran. Le Maariv, lui, consacre sa page d'ouverture à la raison essentielle qui a conduit Donald Trump à renoncer à une attaque contre le régime de Téhéran. Le Maariv cite et confirme que 80% des missiles intercepteurs américains THAAD et près de la moitié des missiles patriotes américains ont été utilisés durant la confrontation des 40 jours en mars et avril dernier. Et cette pénurie fait grimper la tension au sein des pays arabes du Golfe Persique comme l'Arabie Saoudite, qui craignent d'essuyer des tirs massifs de missiles iraniens sans que les Américains ne soient capables de les protéger. C'est l'une des raisons essentielles qui ont donc conduit Donald Trump à suspendre l'attaque que l'armée américaine avait prévue en début de semaine. Le site N12 a choisi de citer en page d'ouverture ce matin un aveu israélien. C'est vrai, les Américains ne nous ont pas tenus au courant de leur décision de ne pas attaquer l'Iran en début de semaine et nous ne savons pas ce qui se passe dans les pourparlers entre les Américains et le régime des Mollahs. De hauts responsables américains visiblement déçus par l'attitude de Donald Trump affirment que pour le président américain, la distance entre la guerre et la paix est comme celle entre le T et le R de Donald Trump sur les claviers, c'est-à-dire totalement infime. Ce matin, le Yediot Aharonot a choisi de consacrer sa manchette à un dossier à la fois difficile mais aussi exaltant et optimiste. Il s'agit en effet du dossier des milliers de soldats israéliens qui ont été blessés au cours de la guerre la plus longue de l'histoire d'Israël. À l'occasion de son départ de Tsahal, le docteur et colonel Avi Shina, qui a dirigé au cours des 3 dernières années le centre de services médicaux de l'armée israélienne, nous fait partager ces instants douloureux, mais également les images d'espoir qu'il a eues et qu'il conserve dans son esprit. L'une des données les plus impressionnantes qu'il nous livre ce matin est que 77% des soldats qui ont été blessés au combat durant la guerre ont choisi de revenir servir dans l'armée israélienne après une période de rééducation.
plus de 3 soldats sur 4. Et pour lui, c'est là l'expression de leur bravoure et de leur résilience. Le centre des services médicaux de Tzahal a soigné près de 9000 soldats blessés avec les hôpitaux israéliens. Et dans son témoignage ce matin, dans le Yediot Aharonot, le docteur Shina nous raconte que ce que lui seul et les blessés peuvent savoir, à savoir la douleur et la solitude face à la blessure, mais aussi la force de caractère de ces héros d'Israël. Et puis enfin, en page d'ouverture du site Ynet ce matin, un dossier plus polémique sur ces Israéliens qui ont décidé d'émigrer vers l'étranger. Le Ynet publie une donnée impressionnante à ce propos. Selon lui, ce sont plus de 250 000 Israéliens qui ont quitté le pays depuis le début de la guerre. 90 000 sont partis depuis le début de l'année 2026. Selon cette enquête, la situation de guerre, une forme de désespoir, l'aspiration à une vie plus sereine et enfin le coût de la vie font partie des raisons qui ont conduit ces Israéliens à quitter plus ou moins définitivement Israël. Il faut toutefois préciser que l'augmentation dans le nombre d'Israéliens qui ont quitté le pays est due aussi à des changements importants de critères définissant justement le caractère des Israéliens émigrants ainsi qu'à l'impact de la guerre en Ukraine qui a entraîné l'aliyah de dizaines de milliers d'Ukrainiens et leur retour l'année suivante dans leur pays lorsque la situation s'est stabilisée. Eh bien, l'invité de la rédaction ce matin sur Radio Kalita, l'un des invités, eh bien, est une personnalité que je connais depuis plus d'une vingtaine d'années. Il s'agit du docteur Yitzhak Weiss. Le docteur Yitzhak Weiss, on doit vous le présenter pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas. Eh bien, il est l'auteur d'un ouvrage qui est un ouvrage qui a fait beaucoup parlé de lui lorsqu'il a été publié, un ouvrage qui a d'abord été rendu public, publié en français, une nouvelle lecture de Théodore Herzl et un ouvrage qui a été ensuite traduit vers la fin des années 2010, c'est-à-dire aux alentours de 2008-2009, en hébreu dans les éditions du Yediot Aharonot. C'est un ouvrage qui avance une théorie presque révolutionnaire concernant Théodore Herzl, à savoir que d'une certaine manière, Théodore Herzl a été plus laïcisé par, on va dire, les pères fondateurs du sionisme moderne, alors qu'il avait une identité juive profondément ancrée et il était imprégné, on va dire, d'un message qui s'inscrivait dans la ligne, on va dire, du sionisme même religieux, d'un sionisme imprégné de l'amour de la terre d'Israël, un sionisme qui apparemment lui aurait été inculqué par un message sioniste qui lui aurait été inculqué par son grand-père Reb Shimon Leib Herzl, qui est enterré, qui doit être enterré aujourd'hui avec son épouse Rivka sur le mont Herzl, aux côtés donc du tombeau du père fondateur du sionisme moderne. Et c'est donc à cette occasion que nous avons voulu solliciter l'intervention du docteur Yitzhak Weiss, qui aujourd'hui est une personnalité âgée, mais qui a tenu à nous expliquer comment le lien entre le Rav Yehuda Alkalai, un des, on va dire, pères du sionisme avant même Herzl, avant même le Rav Kook, du sionisme religieux, et comment Herzl a pu être influencé à travers son grand-père, qui sera donc inhumé aujourd'hui, eh bien, à travers son grand-père, Reb Shimon Leib Herzl, comment il a été influencé dans sa pensée sioniste, et comment on retrouve dans les écrits de Théodore Herzl des éléments importants, presque des blocs de pensée issus du Rav Yehuda Alkalai, donc probablement par l'intermédiaire donc de son grand-père Reb Shimon Leib Herzl, qui sera inhumé donc aujourd'hui sur le mont Herzl avec son épouse Rivka. Je vous propose d'écouter le lien, d'écouter ce que nous a envoyé, le message que nous a envoyé le docteur Yitzhak Weiss, qui a une histoire tout à fait particulière, puisque on peut le raconter aujourd'hui. Son père a été, on va dire, le couturier qui a cousu
le linceul d'Herzl à la demande des femmes de la Viso de Vienne en 1949, lorsqu'il a fallu envelopper les ossements d'Herzl et les rapatrier sur la terre d'Israël pour des obsèques, des funérailles solennelles après la création de l'État d'Israël. Donc le docteur Yitzhak Weiss, qui a une histoire personnelle qui est liée, bien entendu, à celle de Théodore Herzl. Je vous propose de l'écouter. Le transfert des restes de Rab Shimon Leib et de sa femme Rivka et leur inhumation aux côtés de leur petit-fils constitue une dette morale qui s'impose. Dans les profondeurs de l'inconscient de Herzl, son grand-père a probablement joué un rôle déterminant. En effet, Herzl est certainement la dernière personne qui pouvait être identifiée comme le fondateur du sionisme politique conduisant à la création de l'État d'Israël. Selon ses propres paroles, il était dévoré par la question juive, mais il avait affirmé à différentes occasions, et pas plus qu'en octobre 1894, que la seule solution à l'antisémitisme exigeait la conversion au christianisme, que le peuple juif avait cessé d'exister et le retour à Jérusalem était un pur fantasme. Et pourtant, quelques mois plus tard, il déclare, je cite, « Nous sommes un peuple et nous dirigeons vers le beau pays de nos pères que Dieu nous a donné. » En fin de citation. Manifestement, il s'est passé quelque chose, que c'était de longtemps passé. La lecture croisée et non sélective entre la correspondance de Herzl et de son journal démontre qu'il n'y a strictement aucun rapport entre l'affaire Dreyfus et la révolution de Herzl. Mais plus encore, dans une lettre stupéfiante à un ami proche, Herzl lui fait part d'un épisode qui l'a transformé entièrement. Je cite, « Durant ces dernières semaines, quelque chose d'autre, de nouveau, de bien plus grand a jailli en moi. Cela me fait l'effet d'une montagne de basalte, peut-être parce que je suis encore tout bouleversé, et ce qui en persiste est encore effroyablement incandescent. Cet événement s'est produit entre le 28 avril et le 31 avril 1895, c'est-à-dire en l'espace de 5-6 jours seulement, n'est pas le résultat d'une longue évolution. En effet, ce qu'Herzl décrit comme une sorte de révélation semble être l'événement fondateur de son sionisme. Mais le plus étrange, c'est la référence soudaine chez Herzl à des expressions ainsi qu'à des enseignements traditionnels, jusque-là totalement absents dans ses écrits antérieurs. Après avoir annoncé avec précision effrayante les conséquences inéluctables de l'antisémitisme en Europe, Herzl s'est exclamé à l'instar de Kuzari, existe-t-il une issue? Oui, il y en a une qui a jadis existé. Il faut répéter ce sauvetage célèbre qui a fait ses preuves. La sortie de Mizraïm, c'est-à-dire la sortie d'Égypte. Personne ne dit pas la sortie d'Égypte, mais la sortie de Mizraïm. Et la question se pose, quelle est l'origine de ce savoir qui apparaît soudainement chez Herzl? C'est là que la personne de Rab Shimon Leib permet de résoudre cet énigme. Il vivait dans une petite ville de l'Empire austro-hongrois, à Zemlin, petit, juste en face de Belgrade. Le chef de la communauté juive était un érudit, Rabbi Yehuda Alkalai, élève kabbaliste célèbre et élève du rabbin Yehuda Bibas. Le grand-père de Herzl, Shimon Leib, était un familier de Rav Alkalai. Il faisait fonction de Shaliach Tzibour à l'occasion des fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Il sonnait le chauffard, il était probablement le bedeau, le shamash de sa communauté. Rabbi Yehuda Alkalai avait centré sa vie et ses nombreux livres autour d'une seule et même idée qu'il tenait du kabbaliste le Rabbi Bas, le retour des Juifs en Israël. Il définissait comme étant la véritable tchouva exigée par la Bible. Mais il s'agit d'une tchouva collective. Et lorsque tout Israël retourne dans la terre de son père, et la définition originale de la tchouva, comme le retour du peuple juif dans sa terre, va devenir la ligne de force dans la pensée de Rav Alkalai.
Et cependant, on ne trouve aucune mention de Rav Alkalai dans les écrits de Herzl. Or, le jeune Herzl avait 19 ans à la mort de son grand-père, auquel il était attaché. Il est probable que ce dernier, au cours de ses visites régulières à Budapest, l'a entretenu des idées de Rav Alkalai, qui annoncent de façon saisissante celles que Herzl va lui-même développer un demi-siècle plus tard. Les traces rémanentes des concepts essentiels de Rav Alkalai affleurent plus d'une fois dans certains textes de Herzl. Une telle convergence ne peut pas être le fruit du hasard. Le souvenir de Shimon Levi Herzl semble absent chez Herzl. Pourtant, lors de son premier voyage à Constantinople en 1896, dans le but de négocier avec Abdülhamid, le sultan de la Turquie, l'octroi d'une charte pour Herzl, le train effectue un arrêt à Sofia. Herzl est surpris et bouleversé par la foule venue l'accueillir. Il remarque en particulier dans la foule, je cite, un vieil homme coiffé d'un bonnet de fourrure qui ressemble à son grand-père Shimon Herzl. Fin de citation. Depuis sa mort 17 ans auparavant, c'est la seule fois que Herzl mentionne son grand-père dans le journal et de surcroît par son nom Shimon Herzl. Cette remarque apparemment anecdotique, mais que Herzl a pourtant tenu à consigner, n'est pas aussi triviale qu'elle en a l'air. Elle pourrait traduire une éruption de l'inconscient, symbolisant la figure du grand-père surgissant d'outre-tombe pour encourager son petit-fils dans la réalisation des idées et du rêve de rabbin de Zemlin, Yehuda Alkalai.